Merci de ce sujet, tout à fait facile en cette fin d'après-midi, début de soirée. Mais je vais essayer de répondre ou de partager, plutôt que de répondre, de partager un certain nombre d'éléments, de points de vue concernant ce thème, technologie, démocratie et confiance. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être avec vous ce soir et dans ce lieu si inspirant qu'est le Collège des Bernardins. Merci mon Père pour votre invitation, qui, à défaut de certitude, me donne l'occasion de partager avec vous quelques convictions. En préparant cette intervention, mon premier réflexe a été de me prémunir contre tout chronocentrisme, cette tentation qui consiste de croire que l'époque que l'on vit est centrale dans l'histoire de l'humanité. Que nenni. Mais il est difficile de ne pas penser que nous vivons, avec l'avènement des technologies numériques, un moment aussi déterminant que l'invention de l'imprimerie. Comme la presse a imprimé, Internet et les réseaux sociaux ont profondément modifié les conditions structurelles de communication dans nos sociétés. En un mot, l'imprimerie est notre Internet, et les cafés sont nos réseaux sociaux. Ces inventions ne sont en soi ni bonnes, ni mauvaises, ni neutres. Elles portent en elles autant d'externalités positives que négatives sur la société. Concernant l'imprimerie, certains historiens défendent la thèse selon laquelle les guerres de religion trouvent une partie de leur origine dans la diffusion des idées religieuses rendues possibles par la généralisation des livres. Quelle que soit l'époque, les technologies sont ce que l'homme en fait, pour le meilleur comme pour le pire. Les réseaux sociaux portent en eux cette grande ambivalence. Leur histoire, bien que très courte et récente, est celle d'un désenchantement. Nous avons d'abord vu émerger les techno-optimistes, selon les termes de Yashka Munk, qui ont envisagé les réseaux sociaux comme une technologie de libération permettant aux citoyens d'accéder à l'information, à exprimer des opinions, à dénoncer des crimes, à se mobiliser pour manifester et, in fine, étendre l'horizon de la liberté. Partout dans le monde, ces mécaniques à l'œuvre ont contribué à faire tomber des régimes autocratiques verrouillés par la censure. Je pense tout particulièrement au printemps arabe où des forces tirant des balles se sont heurtées à de jeunes rebelles tirant des tweets. Jusqu'en 2014 ou 2015, le consensus à propos des réseaux sociaux se voulait donc avant tout positif. Mais depuis, un autre son de cloche se fait entendre et nous assistons aujourd'hui à la revanche des techno-pessimistes qui ont beau jeu de dénoncer les effets dévastateurs des nouveaux outils numériques au sein de nos démocraties. Les technologies de rupture, censées connecter la multitude à la multitude, ont érigé les cloisons sociales et politiques qu'elles se targuaient d'abolir. C'est ainsi que la fragmentation des audiences a entraîné une formidable destruction du lien social. Auparavant, la télévision dans le salon, cette fée du logis, ce n'est pas de moi, c'est la jolie expression de Dominique Volton, offrait aux individus un lieu de regard commun sur le réel. Elle est aujourd'hui remplacée par les réseaux sociaux et leur algorithme de personnalisation et de popularité. C'est à eux que l'on doit les fameuses chambres d'écho, cette version numérique de l'entre-soi où chacun est incité à rester dans sa bulle et n'interagir qu'avec des individus partageant les mêmes opinions, les mêmes goûts, les mêmes affinités. L'appauvrissement du débat public est un autre effet pervers des plateformes. Il est devenu difficile de remporter un débat en 3 phrases si l'adversaire propose une réponse qui tient en une, surtout s'il est capable de placarder son point de vue partout sur Twitter ou Facebook. Nous sommes subrepticement passés de l'ère du storytelling à l'ère du clash. Le storytelling a ainsi marqué les années 2000 en régnant sur le discours médiatico-politique. Mais de même que l'inflation ruine la confiance dans la monnaie, l'inflation des stories a érodé la confiance dans les récits. Dans le brouhaha des réseaux et la brutalisation des échanges, le clash est devenu la clé pour se distinguer. La conquête de l'attention, comme celle du pouvoir, passe désormais par l'affrontement, la rupture, la casse des vérités.
J'emploie sciemment le mot vérité au pluriel car la vérité est en sursis. Jusqu'à une date récente, on pouvait croire que la rectification de l'histoire et de l'actualité était le sinistre apanage des régimes totalitaires. En démocratie, les choses étaient claires. L'information est libre et les faits sont têtus. Mais sous le règne des réseaux, ils sont devenus fragiles. Nous sommes entrés dans un monde où la ligne de démarcation entre la vérité et le mensonge est effacée. Donald Trump marque une rupture. Son investiture à la Maison-Blanche restera celle de l'irruption dans l'espace public de la notion de fait alternatif présentée par certains comme une autre lecture possible et admissible de faits pourtant incontestables. Depuis le fact-checker du Washington Post relevant les inexactitudes, le nombre de facts non vérifiés ou de fake news a atteint la barre symbolique des 10 000 posts. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le mot post-vérité ait été choisi en 2017 comme mot de l'année par le très sérieux Oxford English Dictionary. Que s'est-il passé dans nos démocraties pour que de tels arrangements avec la vérité soient possibles ? Cela tient sans doute à la nature même du mensonge, qui est plus fort, plus efficace que la vérité dans la mesure où il comble une attente, un manque à l'inverse de la vérité qui peut être gênante, inattendue, décevante. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène car, comme cela a été démontré, la viralité d'un message tronqué, outrancier, est bien supérieure à celle d'une information sérieuse et rationnelle qui, de fait, part désavantagée dans la course à l'attention. Mais les fake news se nourrissent également de la défiance à l'égard des médias traditionnels et des institutions. Sur ce point, le philosophe Marcel Gauchet rapproche la notion de post-vérité et celle de politiquement correct. Je le cite. « Les énormités transgressives de la post-vérité ne se conçoivent qu'en réponse aux euphémismes lénifiants et aux interdits sournois dictés par le politiquement correct. » C'est donc aussi parce que les politiques, les médias et les corps intermédiaires n'ont pas su répondre aux aspirations des citoyens que ces derniers sont devenus si réceptifs à toutes sortes d'informations douteuses. Une fois posée cette analyse, quelque peu pessimiste ou provocative, comme l'on dirait de l'autre côté du channel, la question est de savoir comment rebâtir une vision du monde à peu près partagée et une culture commune, deux conditions indispensables à nos démocraties. L'éducation est effectivement l'enjeu fondamental. Il faut préparer la jeunesse à ce monde qui est déjà le sien, tout particulièrement dans la relation des jeunes à la vérité, à l'information. Il faut stimuler l'esprit critique pour déjouer les technologies de fake news qui ne permettent plus de faire la différence entre une voix humaine et une voix de synthèse. En un mot, les générations à venir doivent connaître l'envers du décor numérique. Vaste programme quand on sait la rapidité d'évolution des technologies qui nécessite d'apprendre à apprendre pour rester dans la course. La responsabilité des géants du web est immense. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de choses. Les moyens, les ingénieurs, les clients, les données, qui sont leurs principales sources de revenus. Les nouvelles technologies sont désormais si envahissantes, si influentes dans tous les secteurs de notre société qu'elles ne peuvent rester la seule propriété d'une poignée de géants colonisant petit à petit la sphère publique. La France s'est engagée récemment sur un terrain nouveau en matière de régulation, en travaillant main dans la main avec certains d'entre eux. C'est une approche intéressante, même si la méthode est perfectible. Les GAFA doivent apprendre à co-construire avec les États, mais aussi avec les individus. Comme la transition écologique, la transition numérique ne se fera pas sans eux, les individus restent aujourd'hui méfiants à l'égard de la technologie, car au fond, ils ne comprennent pas son impact profond sur la vie et sur la société. Si les grandes plateformes actuelles ignorent leurs besoins, leurs aspirations et leurs craintes, les mêmes causes provoqueront les mêmes effets. 20 ou 30 années de domination technologique ne se corrigent pas du jour au lendemain. Nous naviguons à vue dans un clair-obscur où le monde d'avant n'a pas encore disparu et celui qui vient n'est pas encore dessiné. Pourtant, j'en ai la conviction, il n'y a pas de fatalité, il ne tient qu'à nous de faire de la condition numérique ce que l'on veut qu'elle soit. L'intelligence artificielle est la grande révolution à venir. Elle suscite beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes, mais elle peut aussi être le point de départ pour réaligner la technologie avec les intérêts d'un bien commun, pour chercher les conditions d'un nouvel humanisme numérique. Rebâtir la confiance dans les techs passe par la promotion d'une good tech, où l'homme prend toute la place et donne toute sa mesure,
où l'intérêt général prime sur la seule génération d'intérêt économique, c'est à ces conditions que nous ferons rimer innovation technologique avec progrès humain. Merci beaucoup.